volé, j'ai fait de la prostitution. J'ai menti, j'ai manipulé. Fermez vos yeux. Imaginez-vous les pires choses qu'on peut faire pour trouver des sous, trouver de l'argent. Je l'ai fait. C'est indisable là, ce que les gens peuvent vivre intérieurement, là, physiquement. Puis ils vont faire n'importe quoi pour satisfaire leur passion de jeu. Ils vont avoir aucune limite. Là. Je dois emprunter entre 40 et 60 000 $ américains à des gens que je connais pas aux États-Unis. Bonsoir, ici Alain Gravel. Bienvenue en jeu. Cette semaine, un document choc sur un des pires cas de joueurs compulsifs au pays. Depuis le temps qu'on en parle, vous allez assister ce soir, presque en direct, à la descente aux enfers d'un homme devenu esclave du jeu au point de tout perdre. Il est difficile de comprendre ce qui pousse des gens à jouer tout ce qu'ils ont au casino, sachant fort bien qu'ils vont finir un jour par tout perdre. Le reportage qu'on vous présente cette semaine donne des réponses. Vous allez découvrir dans la prochaine heure un homme qui, lui, n'a plus rien à perdre. Et c'est tellement vrai que nos caméras ont pu le suivre pendant presque un an à visage découvert. Nous l'avons filmé ici, au centre Claude Bilodeau pour joueurs pathologiques à Sainte-Marie-de-Beauce, mais aussi dans les pires moments, alors que sa vie ne tenait qu'un fil. Je vous invite à regarder ce reportage du début jusqu'à la fin, en compagnie de gens qui sont traités ici et leurs thérapeutes. Peut-être comprendrez-vous la détresse qui parfois les conduit jusqu'au suicide. C'était le 21 mars 1987. On est parti pour 3 jours à Las Vegas. C'était un paradis. C'était vraiment incroyable. C'était tellement beau. C'était hypnotisant. C'était des anges qui me faisaient signe. Viens, viens. Mon rêve, ça a toujours été d'être un joueur professionnel. Puis en allant là-bas, mais je mettais mes rêves en réalité. Puis je me suis rendu compte que c'est pas un rêve que j'ai vécu, c'est un cauchemar que j'ai vécu. J'ai réussi à aller ticher au bouton rouge. Je me suis rendu jusqu'au bout. J'étais sûr que j'étais capable de battre le système, puis je me suis rendu compte que j'ai perdu. J'ai vraiment perdu. Stéphane Guimond est un joueur pathologique. Il a commencé à jouer alors qu'il n'était qu'un adolescent. Victime de l'industrie du jeu, il a tout détruit autour de lui. Il a perdu sa femme, son enfant, ses amis, son travail et tous ses biens. On dit qu'un joueur dérange la vie de 10 à 17 personnes dans son entourage, puis qu'il va anéantir complètement la vie de 3 à 5 personnes. Financièrement, moralement, physiquement, peu importe. C'est sérieux, hein? Ça commence à être très, très, très sérieux. Hein? Claude Bilodeau est un ex-joueur. Voulant mettre à profit son combat contre le jeu pathologique, il a ouvert un centre de thérapie pour joueurs compulsifs, en Beauce, loin des casinos et des tentations. J'ai besoin de votre aide. J'ai vraiment besoin de votre aide. Parce que là, j'ai perdu le goût de vivre un peu. Tu sais, j'ai juste 34 ans, puis on dirait que j'en ai 64. Mais tu sais, l'obsession, ça se vit dans les tripes, là. C'est indisable, là, ce que les gens peuvent vivre intérieurement, là, physiquement. Puis ils vont faire n'importe quoi pour satisfaire leur passion de jeu. Ils vont avoir aucune limite, là. Ils seraient prêts à faire n'importe quoi, là. Ils vont trouver un 30 sous à terre, puis ils vont penser qu'ils vont pouvoir s'en faire avec ça. Chaque joueur peut arriver à un point de rupture et décider que son dernier pari sera d'arrêter le jeu. Brisé, Stéphane a commencé la thérapie il y a 36 heures. Je suis arrivé ici, j'ai peut-être passé 20 fois devant la maison. Posant la question, est-ce que je rentre? Est-ce que je rentre pas? J'avais tellement peur de devoir des sous à quelqu'un à l'intérieur de la maison, tellement que... Tellement que j'ai manipulé les gens. J'ai volé, j'ai fait de la prostitution. J'ai menti, j'ai manipulé. C'est pas plus simple que ça. La seule chose que j'ai pas fait, j'ai pas commis le meurtre. C'est la seule chose que j'ai pas commis. Fermez vos yeux. Imaginez-vous les pires choses qu'on peut faire pour trouver des sous, trouver de l'argent. Je l'ai fait. Stéphane a purgé 2 peines de prison. L'une pour trafic de drogue, l'autre pour le vol d'un camion de cigarettes.
Le docteur Paul-André Lafleur, directeur de l'Institut de psychiatrie légale Philippe Pinel, a souvent traité des joueurs que le jeu avait poussés à la criminalité. L'escroc professionnel est quelqu'un qui fait des victimes, il escroque les gens, il fraude. Le joueur pathologique le fait aussi, mais sa première victime, c'est lui-même. Sa deuxième, c'est son entourage. Troisièmement, c'est tout son environnement. Il n'y a pas de gens qui sont totalement à l'abri du jeu. Il y a beaucoup de gens qui peuvent le développer. On peut identifier des gens plus à risque, les gens qui ont eu un trouble déficitaire de l'attention, les gens qui ont une famille où il y a eu des joueurs, les gens qui ont eu un problème psychiatrique, probablement entre autres parce qu'ils sont plus en détresse et que le jeu devient une sensation. Mais donc, il y a tout un ensemble de personnes qui peuvent être touchées par le jeu. Voici avec grand plaisir, ils sont fantastiques, vous allez voir, les Ninja Skits. Au milieu des années 80, Stéphane est un athlète, un karatéka qui produit des spectacles. Il donne l'image d'un jeune sans problème. Il ne boit pas, ne se drogue pas, ne fume pas. Mais il a un goût très prononcé pour le risque. Le danger l'excite. Les joueurs ont besoin, en fait, d'une dose, si vous voulez, d'excitation plus grande que la normale des gens. Alors, ça se compare un peu à ceux qui pratiquent des sports ou des métiers extrêmement dangereux, qui prennent des risques dans toutes sortes de circonstances. Alors, eux retrouvent cette sensation-là dans le jeu, qui pour eux est effectivement risqué, parce qu'ils se mettent dans des situations pénibles. Mais au moment où ils jouent, ils disent qu'ils vont éprouver un peu ce type de sensation qu'on a quand on fait une activité dangereuse aussi. Blackjack! Il a toujours eu de l'argent plein les poches, beaucoup d'argent, facile. Portier dans des bars de danseuses nues, il est devenu danseur pour les Chippendales. Pendant ces 3 années avec la troupe américaine, il a vécu dans un monde de spectacles et d'illusions. Mais tranquillement, il a fait le vide autour et en lui. Le jeu et la recherche d'argent ont pris toute la place dans sa vie. La plupart des gens, en tout cas comme cliniciens que j'ai vus développer une habitude de jeu pathologique, quand on regarde dans le passé, ils n'avaient pas nécessairement cette espèce de vide dans leur existence qui s'est développé au fur et à mesure qu'ils jouaient. Au départ, c'est des gens qui avaient une vie assez bien remplie qui les satisfaisait. Et puis avec l'habitude du jeu qui s'est installée, il n'y a plus que le jeu qui puisse les satisfaire et les combler. Donc, le jeu se nourrit lui-même, si vous voulez, et il ne cesse de croître et de devenir important pour la personne. Une espèce de parasite, en quelque sorte. L'hypothèse d'un déséquilibre au niveau neurobiologique pourrait expliquer en partie le jeu pathologique, un problème encore mal cerné par la science. Le jeu entraîne la libération d'un genre de morphine tout à fait naturelle et anodine, je tiens à le préciser, qu'on a à l'intérieur du corps et qui nous permet, dans certaines circonstances d'ailleurs, de façon très saine, de se détendre, d'avoir du plaisir, mais que chez eux, ça devient lié au jeu et que pour avoir ce plaisir, cette satisfaction, pour que ça se déclenche, cette production d'endorphines dans leur cerveau, ça leur prend le jeu. La dernière descente aux enfers de Stéphane, ce qui l'a amené à la thérapie, s'est produite à Atlantic City. Parti pour 2 semaines, il y est resté 4 mois. J'aimais ça. J'étais rendu aux États-Unis, là. C'était mon but, c'était mon rêve. Je n'avais pas d'argent, mais je trouvais toujours le moyen de trouver de l'argent. Je dois emprunter entre 40 et 60 000 $ américains à des gens que je connais pas aux États-Unis. Ça, c'est juste dans les derniers mois. C'est juste aux États-Unis. Tous les joueurs pathologiques ne commettent pas les excès de Stéphane, mais plus de 2% des adultes et 4% des adolescents auraient un problème sérieux avec le jeu. Et ce nombre ira en grandissant, car il augmente avec l'accessibilité et la quantité d'appareils sur le marché. Avant 1969, la plupart des jeux de hasard étaient illégaux au pays. Jean Drapeau avait baptisé sa loterie taxe volontaire pour contourner la loi. Alors, les gagnants sont donc distribués un peu partout dans la province de Québec et au Canada. Ça démontre l'intérêt que les citoyens de partout manifestent et le désir qu'ils avaient de devenir contribuables à la Ville de Montréal. Les contribuables voulaient de la loterie, les politiciens remplir les coffres de l'État. 30 ans plus tard, c'est 3% des recettes du Québec qui proviennent des jeux de hasard et d'argent. L'Auto-Québec était au banc des accusés en commission parlementaire l'automne dernier. Et cela, même si la société d'État annonçait un effort sans précédent, 44 millions de dollars au cours des 6 prochaines années
pour la recherche, le traitement et la prévention du jeu pathologique. Combien d'argent les joueurs pathologiques dépensent et dans quels produits ils utilisent le plus? Je suis un peu estomaqué par la question parce que je ne vois pas comment j'y répondrais. Les caractéristiques même d'un joueur pathologique, c'est quelqu'un qui perd un peu de contrôle sur son jeu, mais c'est lui qui le sait. L'Auto-Québec n'a pas un portrait clair du joueur compulsif. Et en plus, c'est elle qui finance la recherche sur le jeu. Une situation de conflit d'intérêts. Toute recherche effectuée, subventionnée par un organisme qui a un intérêt, se laisse en suspension dans la population le doute sur la qualité des résultats obtenus. Et ça, Dure journée pour Michel Crête. Les gens de l'extérieur viennent nous voir, trouvent que c'est fantastique ce qu'on fait. Chez nous, on est traité comme si on était le bout de la merde. L'intérêt de notre société à aller sortir des fonds, aller extraire des fonds du jeu pour les utiliser sûrement à de bonnes choses, bien, peut-être qu'il faudrait très sérieusement regarder les conséquences de ça à toutes sortes de niveaux, sur le plan financier lui-même, avec les journées de travail perdues, avec les conséquences de la fraude, avec l'utilisation des services de santé, et puis les conséquences humaines, le suicide, les familles brisées, les carrières qui s'effondrent. Donc, il y a certainement un coût très important. Ça n'a pas été mesuré au Québec ni ailleurs au Canada. Une commission australienne l'a fait pour apprendre que les coûts sociaux représentent la moitié des sommes consacrées au jeu. C'est sans compter l'irréparable, comme les suicides. Il y en a eu 31 au Québec l'an dernier. On regarde, mettons, les paquets de cigarettes. Aujourd'hui, on le mentionne, là, que fumer, c'est dangereux, puis que ça peut causer la mort. Puis le jeu, on n'en parle pas, mais finalement, ça mène jusque-là. Il faut absolument faire quelque chose. Là. C'est faisable. Moi, je me suis rendu compte que c'était impossible pour passer à travers ça, je l'ai fait. C'est le dernier jour en thérapie pour Hugues. Il sait jusqu'à quel point est difficile la période de sevrage que traverse Stéphane. Quand vous arrêtez de jouer, vous êtes mal. L'anxiété augmente. La sensation de vide est présente. Des maux de tête surviennent. Des malaises abdominaux, la diarrhée. Toutes sortes de phénomènes qu'on appelle du sevrage et qui vont durer un certain temps avant de s'estomper graduellement, sans toutefois que le désir de jouer habituellement disparaisse tout à fait. Ça fait tellement mal, là. C'est incroyable. Et tu te rends compte que tu es vivant. C'est le fun? Hein? Ton cœur qui bat, puis tu vis, puis tu as des larmes comme tout le monde, tu commences à avoir des émotions, tu dégèles. Tu t'es pendant combien de temps? 15 ans, 16 ans? 19 ans. On va faire les efforts pour. Ça, je te jure. La première fois, là. Comment? OK. On va faire les efforts pour. Bon pour 3 autres. À mi-chemin dans la thérapie, Stéphane semble aller de mieux en mieux. Il a retrouvé ses talents d'organisateur. Il se lève à l'aube, encourage ses compagnons à le suivre dans ses entraînements physiques. OK, maintenant, on va prendre nos poignets ici, nos bras. On va tout tourner nos poignets. Je suis une petite vague qui va très bien. J'ai un sourire tous les matins, je suis de bonne humeur, je suis content. Je suis rendu à 24 jours d'abstinence aujourd'hui. J'ai toujours pensé que c'était impossible. 24 jours d'abstinence, je sais pas si vous savez c'est quoi, mais pour moi, c'est énorme. C'est vraiment énorme. 24 jours d'abstinence, c'est la première fois que ça arrive en combien d'années? La première fois, je pourrais dire depuis l'âge de 17 ans. Tu bien dormi, bon? Oui. Où Sébastien? Ah, je fais des cauchemars. Des cauchemars un peu. La désintoxication signifie revenir à la réalité et faire face aux conséquences des actes posés sous l'influence du jeu. À froid, les sentiments de honte et de remords remontent à la conscience, le jour comme la nuit. Respirez! Respirez! Mon pire rêve que j'ai présentement, c'est qu'un jour, ça cogne à la porte. Puis tous les gens que j'ai manipulés, puis tous les gens que j'ai conté des histoires incroyables pour trouver de l'argent, qui se retrouvent toutes devant moi, là. Vous savez, j'ai fraudé des gens incroyables. J'ai fait du mal à des gens, je peux même pas vous dire le nombre de personnes, c'est incroyable. Vous les voyez venir vous demander des comptes? C'est ma paix, c'est ma paix. C'est un cauchemar que je vis, tu sais. Des dettes, je sais pas comment j'en ai. J'en ai, je pense que je suis à l'âge de 150 ans pour travailler. Je pourrais jamais payer mes dettes. Je vais-tu me faire tirer? Va-tu m'arriver quelque chose? Je vais bien faire avec vous, je sais pas. Faire face à ce qu'il est, à ce qu'il a fait, une épreuve quotidienne. Il pourrait à tout moment décider de partir.
C'est ce qui se passe quand le désir de s'en sortir n'est pas assez fort. Faut que je vous avoue honnêtement qu'après 10 jours de thérapie ici, j'avais tout pris mes choses, j'étais sur le point de m'en aller. Parce que je me suis rendu compte que quand j'étais joueur compulsif, j'avais appris à geler mes émotions, j'avais appris à contrôler mes émotions, j'avais appris à fuir, tu sais. Ça allait bien parce que quand je me mettais sur une table, j'oubliais tout, puis il n'y avait plus de problème, tu sais. J'avais tellement le goût de m'en aller, là, c'était incroyable, j'avais tellement de la peine, là. Je fais tellement aller geler mes émotions parce que j'étais plus capable de... Je comprenais pas ce qui m'arrivait. J'étais sur le bord de la porte, puis qu'est-ce que je fais? Vous alliez où? Je sais pas. Je sais pas. Jouer? Sûrement. Sûrement pour me geler mes émotions. Qu'est-ce qui vous a retenu? Ce qui m'a retenu, c'est que j'ai pas le choix. J'ai vraiment pas le choix. C'est ma dernière espoir que j'ai présentement. Alors, ce qu'on va vous enseigner un petit peu aujourd'hui, c'est que toutes les émotions que vous vivez, désagréables et agréables, vous en êtes responsable. 28 jours de thérapie pour faire le deuil du jeu, de l'argent perdu, pour identifier des solutions aux conflits conjugaux, aux problèmes au travail. À peine un mois pour déconstruire les pensées erronées sur la chance et le hasard. L'idée que la chance va tourner, l'idée qu'il n'y a pas vraiment de hasard, mais qu'il y a une espèce de balancier ou qu'il y a un équilibre et qu'il faut savoir où jouer, choisir la bonne combinaison, faire les choses d'une certaine manière pour que la chance nous favorise. Un peu comme si la chance était une personne d'une certaine façon ou quelque chose qu'on pouvait apprivoiser. Ça, c'est une idée fausse très ancrée chez les gens qui ont le jeu pathologique. Mais chez le joueur, les distorsions cognitives sont fortes, c'est-à-dire les pensées qu'on appelle irrationnelles, les croyances. Si vous étiez rentré au casino, mettons, puis il y avait eu un petit panneau en haut qui était écrit « Avec ce jeu, vous avez une chance sur 13 503 de gagner. » La chance, c'est à moi. Le mot chance, il va falloir que je l'ignore. Mais je vous dis auparavant, même si vous m'aviez dit tu as une chance de gagner sur 1 million, j'aurais continué. On ne voit plus rien, on devient aveugle. C'est pas compliqué, on devient aveugle. Moi, je pense que j'aurais gagné des millions, j'aurais pas été heureux. Ça n'aurait pas été assez pour moi. Moi, j'en voulais toujours plus, puis c'était jamais assez. Il y a un désir, il y a un besoin de croire à ça. De se faire cette conviction qu'on pourrait remporter quelque chose, de préserver la part de rêve que le jeu nous procure. Et donc, il faut quand même défaire ça avec eux parce que cette part de rêve-là, ils la paient extrêmement cher. Stéphane a tenu bon. C'est la veille de son départ, un moment chargé d'émotions. Pour la dernière fois, avant de s'en aller, il fait le bilan de sa vie. Pendant des heures, il raconte ce qui l'a amené à jouer, admet ses pertes, explique comment il a blessé ceux qui l'ont aimé, ses remords, ses plus grands regrets. La journée avant que mon enfant est au monde, j'étais en train de jouer une game de cartes. J'ai toujours me souvenir, le médecin avait téléphoné. Il m'avait dit que c'était important que vous vous emmenez. Monsieur, votre femme est en train d'accoucher. Pour moi, c'était plus important de finir ma partie de cartes puis aller rencontrer ma femme après. Il explique avoir volé pour jouer, sous prétexte de vouloir améliorer rapidement les conditions de vie de sa famille. Je retourne encore en prison pour le jeu. C'est incroyable. Encore en prison pour le jeu. C'est épouvantable. Je peux toujours me souvenir, j'avais appelé ma femme. Elle ferait virer. Ça va pas bien. Elle m'a demandé qu'est-ce qui se passe. Je me suis fait arrêter. Elle avait tellement parti à pleurer au téléphone que... Je venais de détruire sa vie, là. J'étais tellement inconscient que je me rendais même pas compte. Une fois de temps en temps, elle me montrait mon garçon au pénitencier. Je vais toujours me souvenir la première fois, tu vois, était rendu 1 an et demi. Quand il a commencé à marcher, puis quand il m'avait vu, là, j'avais vu son regard, qui me regardait mon regard. J'avais tellement honte, c'était épouvantable. Son papa était en prison. Mais ces prises de conscience ne sont que le début du travail de réhabilitation. Les joueurs le savent. On va y aller 24 heures à la fois. En tout cas, merci beaucoup à tous. Parce que vous m'avez donné le goût de vivre. Merci de m'avoir écouté. Si je rechute, pour moi, c'est l'amour. C'est vraiment l'amour. Je pense que je serais plus capable de passer à travers ce que j'ai passé auparavant. Vous savez, aujourd'hui,
Il y a une étoile pour moi. Que je sois assis ici pour que je vous parle, là. C'est un message de quelqu'un qui m'envoie parce que j'ai tellement fait des choses insensées, là. Je peux plus jouer. Il faut plus que je touche au jeu. Je suis malade. Je suis vraiment malade. Le lendemain matin, l'heure du départ approche. Le retour à la vie quotidienne où l'attendent tous ses problèmes et beaucoup de victimes en colère. Mais Stéphane peut encore compter sur quelques proches qui pardonnent encore, dont sa mère. J'ai tellement hâte de voir ma mère, c'est incroyable. J'ai tellement fait souffrir ma mère à cause de ma maladie, c'était épouvantable. Ça faisait tellement des années qu'elle me disait de faire de quoi pour mon problème, d'arrêter de jouer, tu sais. Ma mère, ça doit être la femme la plus heureuse qu'il n'y a pas présentement. J'ai tellement hâte de la voir. Sa mère attend ce jour depuis des années, en espérant que l'angoisse, l'inquiétude sont enfin chose du passé. Aujourd'hui, je suis très fière de lui. Hein, Stéphane? On va bien aller, hein? Super. Une journée à la fois. Une journée à la fois, c'est ça. Las Vegas, 19 février, il est 3 heures du matin. Le grand boulevard, la strip, est presque déserte. Stéphane Guimont a accepté de nous revoir, de continuer son témoignage. Il veut, dit-il, aider ceux qui seraient sur le point de tomber dans l'enfer du jeu. Et c'est là qu'on le retrouve à Las Vegas, en rechute depuis 67 jours. Il est retombé 3 mois seulement après la fin de sa thérapie. Pour jouer, il fraude. Je suis rendu un démon, là. Je suis rendu vraiment un démon. Pourquoi tu dis que tu es rendu un démon? Qu'est-ce que je fais? C'est incroyable. J'ai plus de sensations, j'ai plus rien, là. Je ressens plus rien. Avant, j'avais des remords un petit peu, tu sais, c'était grave, qu'est-ce qui arrivait. Là, aujourd'hui, là, je sens plus rien. J'ai plus rien, j'ai plus de remords, j'ai plus rien, puis je m'en fous, je m'en contrefous. Je m'en vais, je prends l'argent, et puis je m'en vais. Qu'est-ce que je voulais te montrer, gars, si c'est beau? Je vais te montrer quelque chose. Tiens-moi ça, d'avoir une voiture de même, moi. Regarde si c'est beau. C'est quoi le seul moyen pour avoir une voiture de même, vite, 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 là, hein? Hein? Le jeu, en gagnant un gros montant d'argent, tu peux aller chercher une belle voiture comme ça. Pour la première fois ce soir, il s'est fait arrêter au casino Mirage. Une accusation de violation de propriété a été déposée contre lui. Il est sur la liste noire d'une vingtaine de casinos. Les clients se sont plaints d'avoir été volés. Stéphane parle plutôt d'emprunt de plusieurs milliers de dollars en jetons. Pendant 2-3 heures, j'ai eu les menottes dans le dos. Les policiers sont venus. Ils m'ont emmené au poste de police. Et compte tenu que c'était pas une grosse charge, ils m'ont dit on va enlever le cautionnement, mais on va te donner juste une apparition en cours. Il va falloir que tu te présentes en cours, tu sais. Je suis parti à rire. Je me suis dit, j'ai dit, moi, je suis réussi à sortir de là. Je m'en tire encore une fois. Tu te présentes en cours? C'est sûr que je ne me présenterai pas en cours, c'est certain. Ici, il y a peut-être une centaine de casinos. Je suis barré peut-être dans une vingtaine. Il en reste encore 80. C'est comme ça que je pense. C'est pas bien, tu sais. T'as 10 casinos ce bar-là, t'as 10 casinos de l'autre côté. Je peux te dire une chose, que j'embarque sur une journée... J'essaie toujours de trouver des sous pour essayer de jouer quand j'en ai pas. Puis quand il y a un casino, ça va pas bien, mais je m'en vais dans un autre. Puis quand l'autre, ça va pas bien, mais je m'en vais dans un autre. À Montréal, Claude Bilodeau comprend ce que Stéphane vit. Il a fait lui-même 3 rechutes avant d'ouvrir sa maison de thérapie. La thérapie va marcher à 50 % lors de la volonté de changer de l'individu aussi. Hein? Lorsqu'on est vraiment déterminé, puis je pense que malheureusement, on dirait qu'il faut attendre d'avoir pogné vraiment le bas fond. Je pense que malheureusement, Stéphane n'a peut-être pas atteint comme il faut encore. Son obsession est tellement grande que malheureusement, il va rester là encore jusqu'à temps que je crois qu'il arrive quelque chose de vraiment dramatique, malheureusement. Souvent, bon, la rechute fait partie du rétablissement, OK? La rechute peut amener, malheureusement, jusqu'au suicide, hein, c'est certain. Hein? Comme autant que ça peut être bénéfique pour un individu. Hein? Mais c'est dangereux, une rechute de gambling, parce que ça peut vous enlever votre vie complètement. Il est midi à Las Vegas. La ville, au milieu du désert, apparaît dans tout son kitsch sous la lumière du jour. La nuit est plus propice au mirage, alors que des volcans domestiqués se mettent à cracher le feu et que la fausse tour Eiffel s'illumine. Un univers en carton-pâte, bâti par des empires financiers qui veulent créer l'illusion que le pouvoir de l'argent est à la portée de tous. Stéphane y croit.
il a consenti à nous raconter comment il vit sa rechute qui lui a fait perdre tout contrôle. Je suis tellement gelé, là. C'est juste le jeu avec ce que je pense. Pour moi, jouer 5 minutes, pour moi, jouer 6 heures, c'est la même chose. Je joue, puis je suis dans mon monde, puis on dirait que je vois pas le temps. Je sais même pas quelle date qu'on est, je sais même pas quelle heure qu'il est. Je sais même pas quel mois qu'on est rendu. Je joue, puis je vois plus rien. J'oublie tout. La seule chose que je vois, c'est des jetons. Plus que j'ai des jetons, plus que je me sens bien. On dirait que je me sens plus en sécurité. J'ai de l'argent pour jouer. Puis c'est ça qui va m'aider à remonter. Puis c'est ça qui va m'aider à m'en sortir. La minute qu'il me reste une coupe de 100 $, là, oups, là, les pensées négatives viennent. Là. Comment je vais faire? Il va falloir que j'aille ailleurs chercher d'autres argent. Comment je vais faire pour m'en sortir? Quel moyen que je vais prendre? Là, il faut que j'aille à la chambre de bain. Ça fait 2 heures, j'ai envie de pisser, je vois pas. J'ai mal au ventre, je vais pas en toilette. T'sais. On dirait que je prends même pas le temps d'y aller. Parce que je me dis, si j'y vais, je vais peut-être manquer ce coup-là qui va m'aider à rapporter un gros montant d'argent. C'est rendu, je pense, de même. T'sais. Tu vas pas manger à des heures régulières. Ça fait 12, 13, 14, 15 heures que tu manges pas. Là. Tu fais juste boire du café. Là. À un moment donné, ton système shake, mal à la tête, épuisé. C'est rendu, tu joues, là, les yeux te ferment, là. C'est temps d'aller te coucher. Mais tu peux pas aller te coucher. Parce que tu dis tu vas faire de l'argent, ça va bien aller, là, ça s'en vient. Ça, je la sens, la chance qui s'en vient, là. Tu sais, là? Tu sais, là, je la sens, là. Tu sais, ma pensée, là, stupide, la 2 + 2 = 9. La plupart du temps, il réussit à obtenir une chambre gratuite, une pratique courante des casinos qui veulent garder les gros joueurs. Mais il lui est arrivé de dormir à la Belle Étoile. J'essaie d'économiser le plus d'argent possible pour aller jouer. Je te dis, je suis fatigué, je suis vraiment épuisé. J'aimerais tellement être capable de dormir, avoir une bonne nuit de sommeil. Je fais juste me fermer les 2 yeux, là. La seule chose que je vois, là, c'est les cartes, les dés, les jetons. C'est juste ça que je vois. La seule chose qui m'aide à dormir un petit peu, c'est en pensant que je gagne un gros montant d'argent. Stéphane passe la soirée avec nous. Arrivé avant Noël à Las Vegas, c'est la première fois qu'il prend le temps de regarder un spectacle de rue. Quand que je marche le strip, là, c'est à quel casino que je vais aller pour faire l'argent. J'ai joué 5 minutes aujourd'hui. Je me sens en manque, mais on dirait que le fait que vous soyez ici, ça m'a donné une petite tape dans le visage, tu sais. Ça m'a donné comme un petit réveil. Je veux changer de vie. Il faut que je change. En partant d'ici, premièrement, je vais retourner en thérapie court séjour, juste pour dégeler, là. Parce que là, je suis gelé, là. Juste pour dégeler, puis repartir à zéro. Est-ce que tu connais, la théorie? Je la connais de A à Z. L'important, c'est de la mettre en pratique. À 22 heures, visiblement en état de manque, il nous demande de le laisser. On le suit jusqu'à l'entrée d'un casino. Quand il nous disait « je veux arrêter », est-ce qu'il faut le croire? Oui. Oui, il veut arrêter. Hein. Il veut arrêter, mais il revient encore des événements, des pensées magiques. OK, un monde de rêve que Las Vegas va vendre. On dit que souvent, chez le joueur, il va avoir 2 personnalités. Il y a un côté en dedans de lui qui dit qu'il veut arrêter de jouer, qu'il est tanné de souffrir. Mais il y a un autre côté qui fait que non, c'est facile, vas-y, t'es capable. T'sais. Pourquoi mettre 200$ sur un billet d'avion, tandis qu'avec ton 200, c'est toujours cette pensée magique-là, tu veux peut-être en refaire. T'sais. Il nous a fixé rendez-vous le lendemain midi à sa chambre. Il ne répond pas. Stéphane, t'es-tu correct? Nous sommes inquiets. Mais après quelques minutes, il donne signe de vie. À travers la porte entrebâillée, il nous explique que de nous avoir parlé l'a un peu ramené à la réalité, mais l'a rendu malade toute la nuit. Nous retrouvons Stéphane 4 heures plus tard devant l'hôtel. Qu'est-ce qui s'est passé hier? On t'a laissé? Je suis loin de chez nous. Je viens de me réveiller, là. T'as-tu joué hier? Qu'est-ce que t'as fait? J'ai marché. J'ai marché. Ça allait pas bien. J'ai assez mal à l'estomac, là.
Comment t'as amassé chez vous? Quand il nous dit « j'ai pas joué aujourd'hui », il faut pas nécessairement le croire. Non. Faut jamais avoir confiance aux joueurs. Tu sais, c'est plate à dire, OK, mais la confiance, ça se gagne avec la patience. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais m'organiser. Je vais essayer de faire une coupe de téléphone pour essayer de trouver des sous pour retourner au Canada, là, prendre l'avion, m'en aller. Mais tu l'as demandé tellement souvent, puis ils ont été trompés tellement souvent. Est-ce qu'ils vont t'aider? Est-ce qu'il faut que quelqu'un lui prête de l'argent ou Non. comme il en a trouvé? Non, non, qu'il s'arrange pour trouver de l'argent. Parce que là, il faut arrêter de donner... faire tout à son pouvoir, tu sais, parce que souvent, il a fait ça. Fait que là, les gens, c'est encore de l'aider puis d'entretenir son cercle vicieux. Il ne faut pas lui donner de l'argent. Qu'il s'en vienne sur le pouce, qu'il s'en vienne en avion ou qu'il emprunte de l'argent pour s'en aller. Il est capable d'emprunter de l'argent pour jouer, alors qu'il aille par ses propres moyens pour s'en aller. On va trouver une solution pour en venir. On va essayer de repartir à zéro. La seule chose qui me reste à donner, c'est ma vie, puis faut pas que je donne ma vie au jeu. Ça n'en vaut pas la peine. Prendre un bébé, là, ce serait la plus belle chose qui pourrait pas arriver. La plus belle chose qui pourrait pas arriver, puis apprendre à aimer aussi. La seule chose que j'aime, c'est le jeu. Nous sommes repartis de Las Vegas le 22 février. Ce matin-là, il devait nous retrouver à l'aéroport et rentrer au pays avec nous. On ne l'a pas vu. 5 semaines plus tard, le 27 mars, il est revenu à Montréal par autobus. La rechute aura duré 3 mois. L'histoire de Stéphane ne s'est pas arrêtée uniquement à son retour à Montréal. Nous l'avons avec nous ce soir, il vient de voir le reportage. Ça a été dur pour vous de regarder ce reportage-là? Je peux pas croire qu'un être humain peut aller jusqu'à... C'est quand même passé des choses depuis votre retour. Là. Ça fait combien de temps? Ça fait un mois que vous êtes revenu à peu près? Ça fait 14 jours. 14 jours, 2 semaines. Qu'est-ce qui s'est passé depuis votre retour? Pas grand-chose. J'ai fait beaucoup d'angoisse. J'ai beaucoup de malaise. J'ai fait quasiment des bêtises de GA tous les jours depuis que je suis revenu. Je peux vous dire que c'est pas vraiment la rechute qui me fait mal, c'est plutôt la souffrance que je vis présentement. J'ai tellement le mal d'âme qu'on appelle, c'est une souffrance. Je dors pas bien, je mange pas bien. J'ai eu ces maux de ventre, c'est incroyable. À chaque respiration que je prends, c'est comme si j'aurais un combat de boxe à l'intérieur de mon corps. C'est incroyable. On dirait que ma tête est ici, mais on dirait que mon corps est encore là-bas. C'est encore là. Et pourtant, vous êtes revenu en thérapie, là. Vous faites une thérapie actuellement. Non, j'ai décidé de faire beaucoup de BT. J'ai pris conscience que... Des rencontres entre joueurs compulsifs, c'est ça? Exactement ça. J'ai décidé que même si je ferais 7-8 thérapies et que je ferais 10 BT de GA par semaine, si je ne mets pas de DT dans ma vie, je m'en sortirai malheureusement, je m'en sortirai jamais. Je pense que c'est à moi de m'en sortir. C'est sûr que la thérapie, sûrement un court séjour aurait fait un bien énorme. Mais après 10 jours de BT à tous les jours, je me rends compte que c'est très bien. Est-ce que vous vous sentez un petit peu plus solide que la première fois, que votre première rechute? Vous êtes encore pas mal fragile? Je peux dire que je suis très démoli présentement. Mais je pourrais vous dire en même temps que je suis plus fort aujourd'hui. Je pense que quand on a connu le bonheur et on se retrouve dans l'enfer, on va retourner le plus rapidement possible dans le bonheur. Merci. Bonne chance.